Joueurs et joueuses, bonjour, le retour du marronnier de la fin d'année avec les 10 RPG japonais à surveiller en 2026. Bon, techniquement c'est plus 10 RPG ou action RPG, voire jeux d'aventure japonais ou asiatiques à surveiller en 2026, mais ça faisait un peu long comme titre, donc je suis allé à l'essentiel. Je n'ai pas mis de RPG occidental inspiré de créations asiatiques, il y en aura évidemment qui vont sortir, c'est juste que j'avais déjà de quoi faire avec cette sélection. Elle n'est bien évidemment pas exhaustive du tout, et je vous invite à dire quels sont les RPG que vous attendez pour l'an prochain. Si je vois dans les commentaires des noms qui se répètent et que je suis passé à côté, je saurai que je dois me pencher dessus. Allez hop, générique, et on voit tout ça après. Bien évidemment que je vais vous parler de The Legend of Heroes Trace Beyond the Horizon dans cette vidéo. Je commence par celui-ci puisque c'est un des premiers RPG qui débarque en 2026 avec une sortie prévue le 15 janvier prochain sur les consoles de Sony et Nintendo et le PC. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la série, mais je suis un peu embêté parce que quand je vous ai parlé de Trace Through Daybreak qui était sorti en 2024, ma conclusion était que, toute proportion gardée, Daybreak était une excellente porte d'entrée dans la série, même si évidemment, c'est une moins bonne porte d'entrée que Trace in the Sky, le tout premier opus, ça va sans dire. Ici, je suis un peu plus partagé, puisque Beyond the Horizon, qui se déroule après Daybreak 2, c'est clairement un jeu qui va nécessiter d'avoir fait les précédents épisodes, puisqu'on retrouve plusieurs personnages issus d'anciens opus. Van de l'arc des Daybreak de retour, mais également Kevin que l'on avait rencontré dans l'arc des Sky, ou Rin, le héros de l'arc des Cold Steel. Quoi qu'il en soit, après un Daybreak 2 sympathique mais qui tirait trop en longueur, on espère que les prémices du scénario qu'on nous avait jeté au visage vont enfin éclore dans ce nouvel opus, dont le pitch de base semble assez prometteur. Il va sans dire que si vous l'avez fait en version japonaise ou avec une fan trad, vous ne dites rien en commentaire, je veux me garder le plaisir de la découverte pour le mois prochain. Pour les amateurs d'édition limitée, vous en trouverez une sur le site anglais de Nippon Ichi Software. Je ne sais pas si je le ferai, mais j'avoue que déjà le premier épisode m'intriguait, et c'est la même chose pour ce second opus de Code Vein. Il suffit de jeter un œil au scénario pour voir que ça a l'air très joyeux, avec une histoire de futur dans lequel les derniers humains luttent contre des revenants. Une menace nommée Luna Rapacis est apparue, et les revenants ont sombré dans la folie et se sont transformés en créatures nommées Horreur. Il va être question de voyage dans le temps puisque le héros que l'on va diriger va rencontrer une jeune fille nommée Lou, rien à voir avec la BD, enfin je pense, et celle-ci est capable de retourner dans le passé, ce qui nous permettra de réécrire le destin du monde. Code Vein 2 c'est un jeu par les créateurs de la série God Eater et Freedom Wars, mais également quelques opus de la série Ape Escape, mais là pour le coup ça n'a rien à voir. On est sur un Souls-like, le premier opus était qualifié de animé Souls-like, donc le même gameplay mais avec une DA très japonaise, et honnêtement tout ceci est assez fascinant. Code Vein 2 est prévu avec une sortie physique, et notamment en édition collector avec une figurine de 18 cm du personnage de Lou et tout un tas de bonus. Est-ce que votre rêve dans la vie c'est de bosser chez Chronopost? Votre passion c'est de distribuer des colis aux gens? Non? Non, j'imagine, c'est pas la passion de grand monde. Mais on va voir si Compile Heart va réussir à rendre cette idée amusante. Je me doute bien que Calamity Angels Special Delivery, ça ne va pas être du goût de tout le monde, mais en tant qu'amateur d'ID Factory et Compile Heart, il est forcément sur ma liste de jeux à suivre. Dans Calamity Angels, on va prendre le rôle du chef d'une bande hétéroclite de livreurs excentriques et on va s'occuper d'un service de livraison. Bien entendu, le but ne sera pas simplement
simplement d'aller porter des colis d'un point A à un point B, mais plutôt de s'assurer que rien n'arrivera au précieux envoi pendant que vous traversez des terrains dangereux et rencontrez des monstres violents, voire même d'autres bandes de livreurs prêts à vous mettre des bâtons dans les roues. On se retrouve avec une création que je trouve assez engageante, notamment grâce aux sympathiques illustrations de Kei Nanameda, que l'on retrouvait déjà sur Death Hand Request et Mary Skelter. Alors évidemment, avec les créations de Compile Heart, on a souvent affaire à des titres sympathiques, avec une idée de base intéressante, mais à voir si le concept arrivera à tenir sur la longueur. En plus de l'édition standard, une édition plus est prévue, et celle-ci inclut quelques bonus comme un artbook ou des cartes postales. Bon, je vais être honnête, je le mentionne parce que vous devez le surveiller si vous aimez les Dragon Quest, mais à titre personnel, je ne peux pas vraiment dire que Dragon Quest VII Reimagined est le jeu que j'attends le plus cette année. Mais, néanmoins, en tant qu'amateur de RPG, c'est une bonne nouvelle que le 7ème épisode de cette série emblématique revienne. Enfin, reviennent encore, devrais-je dire, puisque si Dragon Quest VII avait vu le jour en 2000 sur PlayStation, il avait eu le droit à un premier remake en 2016 sur 3DS. Pour le coup, il a eu le droit ici à un remake digne de ce nom, et quand on voit le rendu des remakes de Dragon Quest 1, 2 et 3, et le 7ème à présent, et qu'on compare ça au pixel remaster de la série Final Fantasy, on se dit que toutes les séries ne sont pas logées à la même enseigne. Et j'aime bien les pixel remaster, mais comparé à ces remakes de Dragon Quest, y a pas photo. Vous me répondrez que Final Fantasy VII a eu le droit à un remake d'une encore plus grande ampleur, et je répondrai... oui, ok, c'est vrai, vous avez raison. Bref, Dragon Quest VII Reimagined, dans lequel vous jouez le rôle d'un fils de pêcheur qui vit sur une île perdue au milieu de nulle part, et qui va partir à l'aventure après avoir fait la découverte d'un mystérieux sanctuaire qui montrera, à lui et à ses amis, que des contrées entières ont été scellées par une force maléfique. La grosse particularité de ce remake, c'est son côté diorama, avec des personnages qui ont été réalisés sous forme de poupées avant d'être numérisés. Je ne dis pas que ça me donne envie d'y jouer, mais le rendu est quand même assez plaisant. Ici aussi, une édition collector est disponible sur le site de Square Enix, et elle inclut entre autres une peluche de gluant et une miniature du navire des héros. Est-ce que Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection va être l'épisode qui va me permettre de me lancer enfin dans les Monster Hunter Stories? Et je précise bien Monster Hunter Stories, je n'ai rien contre les Monster Hunter. J'avais même essayé quelques heures Monster Hunter World Iceborne, et autant je comprends que ça plaise, autant ce n'est pas non plus ma came. Par contre, les Monster Hunter Stories, c'est une autre histoire, puisque, justement, ce sont des jeux à histoire. Alors, j'ai les 2 premiers épisodes qui m'attendent sur l'étagère, mais la sortie du 3e opus, tant qu'il ne nécessite pas de faire les précédents avant, ça pourrait être la bonne occasion de m'y mettre. Bref, Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection, de quoi ça parle? Les nations d'Azuria et de Vermeil sont au bord du gouffre quand un œuf mystérieux est trouvé et celui-ci fait renaître l'espoir. Quand il éclot, un Rathalos apparaît, suivi d'un second, et ceux-ci portent la même marque que les Rathalos Azurekai, ce qui est un présage de destruction. Sur ce, vous jouez le rôle du jeune héritier d'Azuria, chef des Rangers et seul chevaucheur de Rathalos du royaume, et vous allez rapidement devoir enquêter sur d'étranges phénomènes. Au niveau des éditions, seule une standard a été annoncée en physique, par contre il y a plusieurs versions plus ou moins chères en numérique. Et des amiibo ont été annoncés. J'en ai marre. Excusez-moi. Non mais là ça commence à ressembler à une sale blague récurrente. Je vous ai parlé de Fate Extra Record dans ma vidéo 12 JRPG à surveiller en 2023. Je vous ai ensuite parlé de Fate Extra Record dans ma vidéo 10 JRPG à surveiller en 2024. Je vous ai encore parlé de Fate Extra Record dans ma vidéo 10 JRPG à surveiller en 2025.
Donc je mentionne, un peu avec de la peine, Fate Extra Record dans ma vidéo des RPG à surveiller en 2026. Normalement, c'est pour cette année. C'est prévu. Il doit sortir au printemps 2026, au moins au Japon, et différentes éditions physiques ont déjà été annoncées, mais je préfère ne plus m'avancer à présent. Bref, le fan de Type Moon que je suis attend toujours le remake de Fate Extra, le premier épisode de la série Fate Extra, sorti à la base sur PlayStation Portable, qui avait été suivi de Fate Extra CCC sur PSP également, puis Fate Extella The Umbral Star et Fate Extella Link sur PlayStation 4, Vita, Switch et PC. J'avais beaucoup aimé Fate Extra, on est sur un mélange RPG et enquête. C'est une guerre du Graal dans laquelle il faut découvrir l'identité secrète des servants adverses afin d'avoir une chance de connaître leurs techniques et donc de pouvoir les battre. La version originale était assez simple avec des combats de mobs assez classiques et des combats de boss sous forme de pierre-feuille-ciseaux. Cette nouvelle version semble avoir retravaillé le concept avec un côté deck builder. Bon, j'espère que cette année on en parle enfin sur la chaîne, mais je ne suis plus sûr de rien à présent. Fire Emblem Fortune's Weave, c'est comme Monster Hunter Stories 3, je suis curieux mais je verrai. À l'heure actuelle, on a extrêmement peu d'informations. Il est prévu pour une sortie en 2026 sur Switch 2. On sait que ce sera une histoire de jeux héroïques, se déroulant dans une arène. Très certainement une histoire de gladiateurs avec l'un d'entre eux qui va être promis à une histoire hors du commun, quelque chose du genre. Les joueurs les plus observateurs auront noté que ce nouvel opus semble se dérouler dans le même univers que Three Houses. Je vous avoue que je n'ai jamais eu le temps de me lancer dans Three Houses, la durée de vie particulièrement importante me fait freiner des quatre fers, donc si les liens entre les deux sont importants, je ferai l'impasse. Sinon, je me laisserai peut-être tenter. Alors, Parasite Mutant, je suis un peu curieux, mais je suis aussi un peu méfiant. On est sur un titre réalisé par le studio chinois Ice Citruna qui, à part ça, a réalisé un Metroidvania nommé Frontier Hunter Heather's Wheel of Fortune, qui avait eu des critiques plutôt positives sur Steam. Concernant Parasite Mutant, vous le voyez sur les images, on est clairement sur une création inspirée par Parasitive, et ce à tous les niveaux. Une héroïne blonde avec un côté femme fatale assumé, qui combat des monstres pas beaux, avec un gameplay à mi-chemin entre Resident Evil et un RPG au tour par tour. Est-ce que j'attendais un retour de Parasitive ? Non, pas forcément, surtout après le catastrophique 3e épisode, mais si c'est bien fait, un jeu qui s'en inspire, j'ai envie de dire, pourquoi pas. L'aventure se déroule dans un futur lointain et notre Ayabri local se nomme ici Nova, et elle est un agent psionique envoyé en mission sur une cité insulaire abandonnée, infestée de créatures terrifiantes. À suivre donc. Bien évidemment que j'allais le mentionner. Vous pensiez que j'allais oublier Trace in the Sky Second Chapter, le GOTY 2026 ? On n'a pas encore eu de trailer et comme je ne vais pas spoiler la scène post-crédit que l'on voit à la fin du premier chapitre pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, j'illustre ça avec le trailer du premier épisode. Pour le moment, je n'ai pas grand chose à ajouter. Si la suite de Trace in the Sky a été annoncée avec une sortie prévue pour septembre 2026, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. À peine un an ? Est-ce que ça ne semble pas court pour la suite ? Pas tellement. Le scénario est évidemment déjà écrit depuis de longues années, puisque l'original avait vu le jour sur PlayStation Portable en 2006, et il faut savoir qu'il y a énormément d'assets communs entre Trace in the Sky et sa suite, donc ça ne m'étonne pas que le deuxième épisode arrive aussi peu de temps après. Peut-être que le troisième mettra un petit peu plus de temps à arriver. Bref, si vous n'avez jamais essayé Trace in the Sky First Chapter, je ne peux que vous renvoyer vers les différentes vidéos que j'ai réalisées pour la chaîne, voire même, pourquoi pas, vous laisser tenter par la démo qui est disponible. Et avant de conclure cette vidéo, je vais citer 3 mentions honorables. Des jeux qui ne sont pas des purs RPG, mais dont j'avais quand même envie de parler. Je vais faire ça rapidement par contre.
The Adventures of Elliot, The Millennium Tales n'est pas un pur RPG, ce n'est même pas un action RPG d'après ceux qui l'ont essayé. Une démo est disponible, mais je n'ai pas eu le temps de poser les mains dessus. Mais étant donné qu'on est sur un titre développé par Claytechworks et édité par Square Enix, et que celui-ci a un petit côté Zelda, voire Secret of Mana, j'avais envie de le mentionner. Je vais attendre qu'il sorte et je pense que je m'y essaierai. C'est encore une fois un jeu en HD 2D, mais bon, ma foi, pourquoi pas. Les Metroidvania, c'est la vie, et les Metroidvania sont techniquement des action RPG, donc Bloodstained The Scarlet Engagement a tout à fait sa place dans cette vidéo. On avait eu le droit au Curse of the Moon par Inti Creates en parallèle à Ritual of the Night, mais voilà qu'une véritable suite est prévue pour 2026. Dans celle-ci, on va diriger deux personnages que l'on pourra manier à tour de rôle, exactement comme dans Gal Guardian. Bref, j'avais beaucoup aimé le premier Bloodstained, donc j'ai très hâte de m'essayer à celui-ci. Et si on m'avait dit que j'aurais un jour envie de jouer à un jeu Game Freak, je n'y aurais pas cru. Et pourtant, on le sait, Game Freak, ça n'est pas que Pokémon. Mais dès qu'ils sortent quelque chose qui n'a rien à voir, eh ben, il n'y a pas grand monde qui en parle. Beast of Reincarnation, c'est un action RPG qui se déroule dans un Japon post-apocalyptique, et on va diriger Emma, qui a été rejetée par la société, et qui est accompagnée par Ko, son compagnon à quatre pattes. Au moins, techniquement, ça a l'air de tenir un minimum la route. Bon, je ne vais pas vous faire aujourd'hui une conclusion sur l'année 2026, celle-ci n'a pas encore commencé. Il est beaucoup trop tôt pour dire si l'année à venir sera bonne ou mauvaise. Néanmoins, heureusement que je suis fan de Falcom, parce qu'au niveau des autres gros éditeurs, c'est pas la joie. Vous allez me faire remarquer qu'il y a un gros absent, à savoir Persona 4 Revival. Le truc étant qu'Atlus a annoncé qu'il sortira durant l'exercice fiscal 2027, autrement dit entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2027. Honnêtement, il y a de fortes chances pour qu'il arrive à la fin de l'année. Mais comme on n'a pas encore d'annonce officielle pour le moment, je ne l'ai pas cité, mais vous imaginez bien que je l'attends. Square Enix aussi, c'est très calme au niveau des annonces. Dragon Quest VII, Elliot et les ressorties de Final Fantasy VII Remake sur d'autres supports. Mais bon, avec les histoires de restructuration et l'envie du studio de mettre de l'IA à toutes les sauces, tout ceci n'est guère rassurant. Eh bien, je vous dis rendez-vous fin 2026, on tirera les conclusions de cette année. Dites-moi en commentaire quels sont les jeux que vous attendez, je suis curieux de lire ça. Si vous aimez les RPG, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, jouez bien à les RPG ou à autre chose, c'est vous qui voyez. Alors, instant auto-promo, vous aimez les RPG japonais mais vous avez du mal à suivre l'actualité? Je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que tous les derniers lundis du mois, je fais un journal du JRPG. Je reviens sur les annonces des jeux qui sortent en Occident, qui sortent au Japon, qui sortent sur smartphone. Je fais un récapitulatif mensuel de toutes les sorties en Occident et puis même un petit point sur les goodies, en particulier les figurines. Je suis certain que vous trouverez votre bonheur.